Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons présenter le concept de signal, très utile en système C, afin de modéliser les composants matériels notamment. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les langages de description matérielle, vous allez voir que le concept de signal en système C est finalement très proche du concept de signal en VHDL ou de reg en Verilog par exemple. En système C, les signaux sont des canaux particuliers que l'on appelle des canaux atomiques. Ces signaux sont mis en œuvre par le type SC-signal, paramétrable, permettant de transporter des objets de nature très différente avec des types très différents. Si les données transportées sur un signal sont de type int, on utilisera alors SC-signal int, comme le montre l'exemple suivant sur l'objet X. Le type SC-signal peut également transporter des booléens, comme dans le cas de la variable y, voire des données de type scint sur 12 bits par exemple, comme indiqué ici pour la variable z. La gestion des signaux est relativement complexe, notamment les affectations des signaux sont toujours différées, un peu comme dans un langage de description matérielle. Ceci est notamment important pour modéliser la concurrence et nous reviendrons sur ce principe-là un petit peu plus tard dans le détail. En réalité, un signal possède deux valeurs, une valeur courante et une valeur future, que le signal prendra à la fin du cycle de simulation. D'autre part, cette classe d'objets met en œuvre trois méthodes, dont deux uniquement sont accessibles à l'utilisateur. La méthode read, qui permet de retourner la valeur courante du signal, la méthode write, qui permet de modifier la valeur future du signal. Ces deux méthodes peuvent être appelées dans le programme. La dernière méthode, update, est gérée par le simulateur lui-même et permet de recopier la valeur future du signal dans sa valeur courante. La diapositive suivante représente l'utilisation des méthodes associées au signal. Nous voyons bien que la fonction write va venir modifier uniquement la valeur future du signal. En revanche, la méthode read va venir récupérer la valeur actuelle du signal. Après un temps de simulation, dont on découvrira le fonctionnement un petit peu plus tard, la valeur future du signal sera recopiée dans sa valeur courante après l'appel à la méthode update. Ce mécanisme est assez classique dans les simulations de systèmes matériels et cette étape de mise à jour est encore une fois nécessaire pour modéliser la concurrence et la mise à jour des signaux dans le temps. Finalement, nous pouvons voir la classe SC-signal de la manière suivante. Il s'agit d'une classe possédant deux données membres, à savoir la valeur courante et la valeur future. Les trois méthodes que nous venons de décrire peuvent être résumées très succinctement par les primitives read et write, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. La primitive read retournera la valeur courante. La primitive write consistera à écrire dans la valeur future la valeur fournie en argument, ici v. Regardons maintenant le comportement des signaux dans le cadre de la simulation système C. Dans cet exemple, nous déclarons un signal SIG permettant de transférer des données de type int. C'est ce qu'on voit ici. D'autre part, nous déclarons également une simple variable, qu'on appelle ici var, de type int, initialisée à 0. Au tout début du programme, nous allons afficher le contenu de la variable ainsi que du signal, juste après avoir affiché le temps courant de la simulation. Au tout début, nous voyons bien que le temps courant de la simulation est de 0 secondes. La variable var possède également une valeur nulle, ainsi que le signal qui n'a pas été initialisé au préalable. Maintenant, nous affectons ici la valeur 50 au signal SIG, ainsi que la valeur 50 à la variable var. Nous affichons ensuite les mêmes données que précédemment, à savoir le temps de simulation et le contenu de la variable var et du signal SIG. Ceci se fait avant l'appel à la fonction scstart. Nous voyons donc le résultat s'afficher à l'écran. La variable var vaut effectivement 50, tandis que la valeur de SIG reste inchangée, ce qui peut sembler bizarre vu qu'on vient de lui affecter la valeur 50. En réalité, ce comportement est tout à fait normal et est lié au comportement des signaux lors de la simulation. Effectivement, rappelez-vous que la valeur du signal est mise à jour après l'appel à la primitive update.
Or, cette primitive update sera appelée à la fin d'un cycle de simulation. Ici, avant SCStart, il n'y a pas eu de cycle de simulation et donc la valeur du signal n'a pas encore été mise à jour. Maintenant, après l'appel à SCStart pour une durée de 10 nanosecondes, nous nous apercevons que la valeur du signal a bien été modifiée et vaut maintenant 50. Pour les mêmes raisons que précédemment, nous voyons maintenant sur cette diapositive qu'après avoir affecté la valeur 60, respectivement au signal SIG et à la variable var, nous obtenons avant l'appel à SCStart les valeurs suivantes, c'est-à-dire 60 pour var et SIG qui vaut toujours 50. Le signal n'a donc pas été mis à jour lors de l'affectation de sa valeur et est resté sur sa dernière valeur. Ceci est encore tout à fait normal, car nous avons vu que l'affectation d'une valeur à un signal consiste à recopier cette valeur dans la valeur future du signal qui n'a pas encore été mise à jour. Cette valeur sera mise à jour lors d'une prochaine étape de simulation qui a besoin de SCStart pour se réaliser. Notez ici le fait que nous n'avons pas fourni de temps à la fonction SCStart, comme tout à l'heure, mais que nous avons fourni un temps nul, qui est indiqué ici par l'expression SC0time. Un temps de simulation ayant un temps nul est appelé en simulation un cycle delta. Ce cycle représente simplement une étape de simulation permettant notamment de mettre à jour la valeur des signaux et cette étape n'a aucun impact sur le temps simulé. Passons maintenant à un autre exemple qui a pour objectif de vous montrer qu'un signal peut être initialisé avec un nom, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Ceci peut être très utile notamment pour récupérer des informations relatives aux signaux lors de la simulation ou lors de l'étape de synthèse par exemple. Ici nous avons déclaré 3 signaux, signal 1, signal 2 et signal 3, qui sont tous les 3 initialisés différemment. Les 2 premiers signaux sont initialisés par une chaîne de caractères lors de leur construction. Le 3e signal aura un nom par défaut. Nous affichons ensuite sur la sortie standard via cout les noms de ces 3 signaux via la méthode name mise en œuvre notamment dans la classe scsignal. Le résultat issu de la simulation est le suivant. Les 2 premiers signaux posséderont les noms que nous avons donnés lors de l'initialisation. Quant au 3e signal, il possédera un nom par défaut qui est attribué par systemc et qui est ici signal_0. Attardons-nous maintenant sur un signal particulier qui est très utile lors de la simulation de circuits numériques notamment. Il s'agit du signal scClock qui est très utilisé pour modéliser des horloges dans des modèles de circuits matériels. Ce signal est en fait une spécialisation du type que nous venons de voir, c'est-à-dire scsignal, transportant des objets de type booléen. La construction de ce type d'objet est relativement simple, mais fait intervenir un certain nombre de paramètres. Le premier argument est le nom du signal. Le second argument est la période de l'horloge exprimée à l'aide d'une valeur double plus une unité de temps. L'argument suivant est le rapport cyclique du signal, donc entre 0 et 1. Le 4e argument précise en réalité le moment du premier front. Et le dernier argument sera un booléen qui précisera si le premier front est un front montant ou un front descendant. Le code suivant illustre l'utilisation du signal scClock lors de la simulation. Pour ce faire, nous allons stocker les différentes traces d'exécution dans un fichier VCD, comme nous l'avons déjà fait dans un exemple précédent. Ensuite, nous allons déclarer 4 signaux d'horloge ayant des propriétés différentes. Le premier signal d'horloge, clock 1, a une période de 10 nanosecondes. Les autres paramètres étant optionnels, ils récupéreront une valeur par défaut. La deuxième horloge, dénommée clock 2, a une période de 20 nanosecondes qui est donnée par la variable t de type scTime. Si l'on regarde maintenant de plus près l'horloge clock 3, nous pouvons voir que celle-ci a une période de 10 nanosecondes, aura un rapport cyclique de 0,25 et aura un premier front qui arrivera à 150 nanosecondes. Le dernier argument étant à false, ce premier front sera un front descendant.
En ce qui concerne l'horloge clock 4, elle aura une période de 20 nanosecondes avec un rapport cyclique de 0,6 et le premier front arrivera à 100 nanosecondes et sera un front montant. Nous pouvons vérifier ces assertions sur le résultat issu du logiciel GTK Wave qui a interprété le fichier de trace VCD sous forme de chronogramme. Nous voyons bien ici les différentes formes d'ondes associées aux différentes horloges et confirmons bien le comportement que nous avions envisagé. Voilà, c'est tout pour cette première introduction à la classe SC Signal et à son utilisation en simulation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.